Monsieur Morel, merci de nous recevoir. Donc aujourd'hui, on vient visiter Briefme et découvrir le concept, l'entreprise, le média. Donc vous êtes un journaliste, un entrepreneur, vous avez travaillé pendant 12 ans à Libération, vous avez fondé en 89 et aujourd'hui, depuis 2014, vous êtes fondateur et dirigeant de Briefme, un web média, donc une newsletter par mail qui se propose d'être une alternative à l'abondance de notifications qu'on reçoit chaque jour pour nous informer. Donc déjà merci de nous recevoir. Merci à vous. Écoutez, aujourd'hui on va essayer d'aborder qu'est-ce que Briefme, aujourd'hui l'enjeu que ça représente pour le journalisme, pour le futur du journalisme. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment Briefme est né, c'est quoi le concept, comment on est arrivé là? Ok, donc en fait, comme vous le disiez, moi j'ai travaillé assez longtemps comme journaliste, d'abord à Libération, ensuite à Rue 89. Et quand j'étais à Rue 89, où j'étais directeur général, souvent le soir, je me rendais compte que j'avais pas d'endroit facile d'accès pour avoir une synthèse des événements principaux de la journée, une explication de ces événements. Et on a beaucoup de moyens de s'informer, surtout avec le numérique, il y a beaucoup de flux, il y a les réseaux sociaux. Donc en fait il y a une multiplication des sollicitations, des articles, mais finalement cette quantité d'informations qui nous submerge, c'est souvent un peu au détriment de la qualité et de la synthèse et de l'explication. Et donc voilà, j'ai imaginé Briefme comme une réponse à ce problème, parce que je l'ai confronté avec pas mal de gens dans mon entourage qui m'ont dit qu'effectivement ils avaient ce sentiment un peu d'overdose en fait, de trop plein d'informations. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, avec comme réponse à ce problème, en fait une solution simple, c'est-à-dire, comme vous le disiez, un rendez-vous par courrier électronique, qui est le moyen d'accès en fait le plus simple qu'on puisse imaginer, puisque en fait l'email c'est souvent l'appli que vous utilisez le plus pendant la journée, et avec un rendez-vous quotidien, donc le soir à 18h30. Et une information qui est sélectionnée par des journalistes, qui est synthétisée avec un gros effort sur l'écriture et qui est expliquée. D'accord. Et ça aujourd'hui c'est vraiment, je pense, pour la question que j'avais, ce qui donne un peu le plus aussi, le fait de rapprocher le lecteur avec le journaliste. Est-ce que ça, du coup, vous avez ressenti vraiment, ça se développe encore aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Alors en fait, on a lancé Briefme vraiment sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'on avait fait une opération de financement participatif. Et l'idée, c'était pas simplement de récolter des fonds, mais de commencer à construire la communauté et puis de pouvoir tester en fait l'idée qu'on avait de Briefme au départ et de pouvoir poser des questions aux lecteurs, recueillir leurs réactions et puis pouvoir améliorer notre proposition de cette manière-là. Et donc, dans cette phase de test, à chaque envoi de Briefme, on posait une question au lecteur pour savoir ce qu'il pensait d'une nouveauté ou de quelque chose qu'on avait fait. Et effectivement, après, une fois le lancement définitif effectué, on s'est demandé un petit peu comment maintenir ce lien. On ne pouvait plus insérer des questions dans tous les Briefme parce qu'on était maintenant sur une formule stabilisée. Mais donc du coup, effectivement, on a eu cette idée de lancer une consultation hebdomadaire sur des sujets qu'on traite. Donc, du coup, moi je trouve qu'un deuxième aspect, forcément, c'est ce que vous mettez vraiment en avant sur la présentation du média, c'est le côté slow média. Donc ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept, puisque Briefme, en fait, c'est arrêter les notifications pour avoir un mail par jour. Ouais, tout à fait. Alors en fait, l'idée du slow média, c'est que il y a une abondance d'informations, beaucoup de sollicitations. Donc on parlait tout à l'heure des notifications. Par exemple, si vous êtes abonné à si vous avez plusieurs applis de sites d'information sur votre mobile, vous allez sans doute recevoir peut-être une dizaine, voire une vingtaine de notifications dans la journée, et ça va vous faire perdre du temps, parce qu'en fait ça va sans arrêt faire des allers-retours, vous allez allumer votre mobile, voir finalement des choses qui ne sont pas toujours si importantes que ça. Et donc ça finalement, c'est une logique un peu quantitative. Et nous, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de toutes ces sollicitations dans la journée, et que sauf exception, c'est-à-dire journée où il y a une actualité extraordinaire, je sais pas, par exemple le jour où Trump a été élu, enfin bon, des journées un peu exceptionnelles comme ça, être informé une fois par jour, mais bien informé de manière qualitative, pas simplement avec les faits, mais aussi une explication de ces faits, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent. Alors justement, le côté où vous dites un petit peu, il y a différentes vitesses de l'information. Aujourd'hui, il y a un niveau, ça cartonne
les chaînes d'infos en continu, on rabâche et vraiment de la plutôt quantitative plutôt que qualitative. C'est ça. Et Avec en plus une dramatisation Oui, voilà, souvent de l'information, parce qu'on essaye de faire rester le plus longtemps possible les gens devant leur écran. Oui, Et donc du coup, pour ce résultat, en fait, qui va de pair souvent avec un modèle publicitaire, on scénarise l'information, on la dramatise et puis finalement on lui donne un côté un peu artificiel. oui, tout à fait. Mais du coup, alors, quand il y a une grosse journée comme ça, par exemple, si les attentats, une journée comme ça, une catastrophe naturelle, une élection, vous allez forcément avoir beaucoup plus de flux à traiter. Comment vous arrivez à gérer comme ça la différence d'information On reste sur une périodicité quotidienne et en fait on s'aperçoit que voilà, pour prendre une journée typiquement où il y a des attentats, il y a beaucoup très vite d'informations qui ne sont pas forcément toujours bien vérifiées, qui circulent. Et donc nous, notre rôle, c'est aussi de faire la part des choses et puis de certifier et de vérifier toutes les informations. C'est-à-dire que quand vous lisez BriefMe, vous êtes sûr que l'information qu'on vous délivre, elle a été validée, qu'il y a eu un travail de vérification, ce qui n'est pas toujours le cas, et notamment quand il y a un peu une course comme ça, une fuite en avant pour informer les gens le plus vite possible sur tout ce qui se passe, notamment dans des journées de forte actualité. Ce travail de vérification n'est pas toujours fait suffisamment. Et donc voilà, il arrive qu'il y ait des informations qui soient diffusées, puis qu'ensuite, une heure après, on s'aperçoive que finalement, c'est pas tout à fait de cette manière-là que ça s'est passé. Et donc voilà, nous, le service qu'on apporte à ce moment-là, c'est vraiment d'aider les gens à faire la part des choses entre ce qui est complètement vérifié, ce qui est sûr. Voilà. En fait, que le journalisme était à l'origine. En fait. Oui, en tout cas ce qu'il devrait être. Mais en fait, il y a une tentation avec la rapidité maintenant de l'information, avec le numérique, le fait qu'on peut instantanément diffuser une information, qu'on n'est plus soumis à la périodicité de journaux, c'est-à-dire que ce soit les journaux papier, donc avec une périodicité quotidienne, ou même les journaux dans l'audiovisuel, les journaux télévisés ou les journaux à la radio, c'est 2 fois par jour ou 3 fois par jour historiquement à la télé. C'est une fois toutes les heures à la radio, donc il y avait un petit temps de recul qui permettait aux journalistes de prendre du recul, etc. Et il faut garder ce temps-là. Donc même si aujourd'hui on a les outils pour informer immédiatement, il faut pouvoir garder un temps de recul, un temps de se dire voilà, est-ce qu'on est vraiment sûr de cette information, et un temps de travail pour la vérifier. C'est Internet qui permet dans cette synthèse de récupérer l'immédiateté des informations et en même temps de proposer l'immédiateté aux utilisateurs, parce que c'est par mail. Quelle synthèse, enfin en tout cas quel bilan vous faites aujourd'hui du paysage médiatique français et surtout de la place importante, même conséquente qu'a pris Internet dans la concurrence avec la presse écrite, avec la radio, la télé? Alors moi, le bilan que je fais, il est un peu mitigé, c'est-à-dire que je pense qu'on voit aujourd'hui les excès du modèle de la gratuité avec un financement publicitaire. Donc il y a beaucoup d'avantages parce que ça permet de démocratiser l'information et de la rendre plus largement accessible, sans doute à plus de monde, mais en même temps avec ses dérives. C'est-à-dire qu'en fait on arrive très vite dans une logique quantitative où il faut, pour avoir le plus possible de chiffre d'affaires publicitaire, diffuser le maximum d'informations, et donc on est souvent dans une logique qui n'est pas forcément celle qui permet aux gens d'être le mieux informés possible. Moi, c'est ce que je constate, et c'est aussi ce système-là qui a permis aux fake news de prospérer. C'est ce système-là qui, avec maintenant le fait que les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'importance dans la diffusion des informations, crée ce qu'on appelle des bulles informationnelles, c'est-à-dire avec les algorithmes qui sont utilisés par les réseaux sociaux, notamment par Facebook, le fait que en fait, l'information elle est filtrée non plus par des journalistes, mais par des machines, par des algorithmes, et qui ont tendance à vous enfermer en fait dans vos préférences. Oui. Et donc et donc à vous apporter des informations qui vont correspondre à vos centres d'intérêt, et qui vont aussi correspondre à vos options politiques, et qui du coup ne vont pas vous aider à découvrir des choses nouvelles, qui ne vont pas élargir votre horizon, ce qui, à mon sens, est quand même une des raisons d'être des médias. Et donc c'est dommage de se limiter à ça, et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un avenir de plus en plus important
pour des médias payants, mais pas très chers en fait. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que on ne peut pas non plus consacrer des sommes trop importantes à son information, mais des médias qui ont un prix raisonnable, mais qui en même temps vous permettent d'accéder à un journalisme de qualité, je pense que vont avoir de plus en plus de légitimité. Et c'est un petit peu la même évolution qu'on a vue par exemple dans la musique, où il y a une dizaine d'années, on ne pensait pas qu'il y aurait des formes de diffusion de musique payante qui pourraient s'imposer. Et on voit aujourd'hui que des services comme Spotify ou Deezer marchent bien parce que justement ils offrent un service qui n'est pas très cher, mais qui en même temps permet aux gens de découvrir des nouvelles choses, d'accéder à un service de qualité. Et voilà, on voit que ça fonctionne. Donc je pense qu'il va se passer la même chose dans le domaine de l'information. Du coup, alors côté plus technique, forcément, maintenant, vous avez, je pense, une totale liberté, vous êtes combien, 5 On est une petite équipe, on est 5 personnes. Comment vous choisissez l'actualité, comment vous la hiérarchisez, comment vous la synthétisez? Je veux dire, finalement, vous recevez le flux d'actualité que... Oui, alors pour nous, il y a plusieurs compétences vraiment très très importantes dans le travail qu'on fait au quotidien. Donc il y a effectivement la fonction de veille qui est très très importante, qui est de brasser énormément d'informations. Oui, et puis de brasser beaucoup d'informations, et puis aussi d'aller voir des sources un peu originales. Disons que oui, on va voir des sources dans plein de pays différents, que ce soit Inde, Amérique du Sud, Australie, Afrique, donc on essaie vraiment d'avoir un panel très 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 diversifié, donc ça prend beaucoup de temps. Donc ensuite, dans cette masse d'informations, nous on fait la sélection, donc on se dit voilà, qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce qui est le plus intéressant, on se pose des questions, on a un certain nombre de critères, mais les critères les plus importants c'est quel sens ça a, est-ce que ça reflète une tendance de fond, est-ce que ça va avoir une portée, est-ce que ça va avoir un intérêt ou une traduction concrète dans la vie de nos lecteurs et de nos lectrices. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose. Et le deuxième aspect qui, à mon avis, est très très important, c'est la mise en perspective, la mise en contexte, l'explication. Donc on essaye d'apporter dans toutes les informations qu'on traite. Donc il y a un gros effort sur l'écriture. On pèse vraiment chaque mot en fait, pour pas qu'il y ait des phrases trop longues, que ça soit facile à comprendre, que ça soit clair, en même temps que ça soit synthétique. Donc on essaye d'être très très économe dans notre manière d'écrire. Une chose qui peut être expliquée en une phrase, on l'expliquera en une phrase, on ne va pas rajouter une deuxième phrase qui sera juste une liaison. Donc on essaie de respecter au maximum le temps de nos lecteurs et de nos lectrices. Et puis une dernière chose qui est souvent notée et qui est appréciée, c'est le fait qu'on ne prend pas parti, qu'il n'y a pas d'engagement politique ou idéologique, qu'on équilibre au maximum les points de vue. C'est ce que pas mal de lecteurs appellent la neutralité en fait. Et souvent on reçoit des messages de félicitations pour ça. Il y a quand même une ligne éditoriale qui se décroche de ça? Oui, il y a une ligne éditoriale, c'est pas une ligne éditoriale idéologique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens voilà comment nous on pense et comment vous devriez penser, ce qui est souvent un défaut qu'on peut rencontrer chez des médias qui ont des éditorialistes par exemple, qui donnent leur avis. Donc voilà, nous on n'a pas du tout ce fonctionnement-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de ligne éditoriale, on a un projet rédactionnel qui est plus de mettre en avant certains thèmes qui nous semblent importants pour l'avenir. Donc des thèmes comme l'environnement, comme le numérique, l'égalité homme-femme, des thèmes comme ça qu'on met en avant. Disons. Mais du coup, vous avez un traitement quand même de tout ce qui est justement les éditoriaux des grands... Oui, alors on a un traitement qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a une rubrique qui s'appelle C'est leur avis et qui sélectionne en fait des points de vue qui nous semblent intéressants, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est des points de vue qui, selon nous, sont pertinents et font avancer le débat, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est pas ce que Brief Me pense, c'est ce que Brief Me pense être intéressant parmi tout ce qu'il a vu comme prise de position. Écoutez, merci beaucoup, l'interview touche à sa fin. Merci de nous avoir Merci à vous. Voilà, merci beaucoup.